Culture Soccer. Nous y voilà enfin, le moment tant attendu pour nos sélections nationales, la sélection féminine et la sélection masculine. On attend depuis tellement longtemps de les voir disputer ces matchs très importants pour l'avenir et le futur de ces sélections-là. On y arrive enfin grâce à tout le contexte qu'on a eu à cause de tout le contexte pandémique autour de ce virus-là. On est enfin arrivé à nos fins et on va pouvoir enfin voir des matchs compétitifs, que ce soit les qualifications pour la Coupe du Monde, la suite des qualifications de la Coupe du Monde, mais aussi enfin le dernier camp de préparation avant les Jeux Olympiques qui devraient se dérouler au Japon vers le mois d'août. Donc voilà, ce sera aujourd'hui notre sujet. Pour ceux qui ont écouté la semaine passée le podcast de CSL Érable, là on a les sélections officielles, puis on va pouvoir en parler tous les trois ensemble. Donc à l'animation, comme d'habitude, Adi Raphaël qui est là avec vous. Et je suis rejoint par, en premier, Daniel Cameron, toujours là, toujours fidèle au poste. Salut Daniel, ça va bien? Salut Hadi, ça va bien, merci. Et toi? Ouais, ça va super, man. Et enfin, un revenant qui est de retour ici parmi nous, Alex Rupert. Monsieur Rupert, est-ce que vous allez bien? Fantastique. Très content d'être de retour parmi vous. Ouais, on est super content en tout cas que tu sois de retour parce que c'est ça, à deux, c'est cool, à trois, c'est mieux. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc commençons vraiment dans le vif du sujet. Déjà en premier, parlons. Non, c'était pas du tout, j'avais aucune connotation avec autre chose que le podcast quand j'ai dit cette phrase-là. Je vois Alex qui est parti à rire. Mais bon, on va revenir un peu à notre sujet, à notre actualité. En premier, avant de parler des équipes nationales, les amis, ça fait vraiment du bien de voir que tous les joueurs des équipes de la CAN-PL commencent à revenir un peu au bercail. On voit des joueurs qui étaient prêtés en Europe qui commencent à revenir. On a parlé des joueurs de York United qui commencent à revenir au pays. On est en train de voir une sorte d'accélération du point de vue de recrutement. On est en train de voir de plus en plus de signatures. Mon ami Daniel Cameron t'a sorti une info aujourd'hui quand même assez intéressante, avec un joueur étranger américain qui va signer à Valor, je pense, si je me rappelle bien. York. À York, excuse-moi. Donc, je te laisse annoncer la nouvelle pour ceux qui ne l'ont pas vu sur ton... Oui, en fait, j'attends l'officialisation, mais c'est Gérard Lavergne qui jouait à Tucson en USL League One. Exactement. Il a joué le premier match de la saison, si je ne me trompe pas. Mais il est rentré pendant le match. Et selon ce qu'on m'a dit, il a résilié son contrat pour à Tucson. Et justement, les derniers matchs, il n'était pas sur la feuille de match. Donc, ce qu'on m'a fourni comme information, c'est qu'il va résilier son contrat pour venir à York. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que York a prêté 2 joueurs en République dominicaine, à Atlético Pantoja. Et, ouais, on l'avait vu en CONCACAF Champions League. Champions League, ouais, mais à ce moment-là, il y en avait un seulement. Là, l'autre deuxième a joint maintenant. Et ce joueur, Lavergne, a joué, je crois même qu'il a été formé à Atlético. Et il est citoyen américain, mais il joue avec l'équipe nationale de République dominicaine. Il est né à République dominicaine. Donc, c'est ça l'information que j'ai eue. On attend l'officialisation. On ne sait jamais avec l'histoire de visa, etc., ce qui se passe dans la Canadian Premier League. Sinon, comme tu as mentionné, il y a des joueurs qui reviennent de près à York, comme Zater, Hamilton, Petrasso. Donc là, il y a les joueurs de Atlético Ottawa qui ont embarqué dans l'avion ce matin pour revenir au Canada. Donc, on a beaucoup de... Puis Sergio Camargo qui a eu son coup de sang, son coup de boule ou son coup de sang, ou qui a fait une annonce sur Twitter comme ironique. Il avait fait ça, je pense, l'année passée aussi. Il a dit oui, c'est pour vous informer qu'il y aura un tournoi à Winnipeg qui commence le 25 juin. Avec 7 matchs. Et après ça, les matchs vont se jouer à la maison. PS, York 9, vous commencez à vous entraîner la semaine prochaine. Vous voulez un peu comme mettre la pression à la Ligue pour faire des annonces. Mais il a enlevé par la suite son post, sa publication. Mais
Peut-être qu'il a devancé l'officialisation du retour ou bien de ce tournoi. Peut-être que les joueurs savent déjà ce qui est en train de se passer, mais ils attendent que la Ligue l'annonce officiellement. C'est possible aussi, mais oui, c'est sûr, les joueurs, il y a eu plusieurs fois durant toute cette pandémie, plusieurs joueurs qui ont dit, on est complètement dans le noir, on ne sait vraiment pas ce qui est en train de se passer, puis on aimerait être au courant un peu plus de ce qui se passe dans les coulisses. Mais c'est intéressant, le fait de voir du mouvement. Ça a l'air positif, n'est-ce pas, Alex Rupert? Est-ce que toi, juste le fait de voir ce genre de mouvement-là, les joueurs prêtés qui reviennent, les signatures qui commencent à se faire, tu sens que ça s'approche, non? Oui, finalement, du concret, il était temps, puis il va vraiment falloir que la Ligue trouve une façon d'avoir des saisons mortes plus courtes. On comprend le contexte du COVID en ce moment, mais pour le futur, parce que ça nous a vraiment manqué. On est content que les joueurs reviennent. On a déjà des rumeurs pour des emplacements pour le début de la saison. Je crois que c'était Camargo qui disait qu'en juillet, je ne sais pas s'il était sérieux, mais il disait qu'en juillet, ce serait à un seul endroit, puis ensuite, les clubs retourneraient dans leur marché. Donc, ça a été officialisé, ça. Ça a été officialisé par la Ligue elle-même lors de leur communiqué que ça allait être dans un seul endroit en premier pour après aller dans les marchés locaux. Donc, on sait déjà, après, tout reste à déterminer. C'est l'endroit qui reste à déterminer. Oui, on va espérer que c'est... moi, j'aimerais bien Winnipeg, mais Terre-Neuve, ce serait sympa aussi. Mais ouais, très content qu'il y ait du mouvement. On attend juste une annonce de la Ligue pour faire un petit peu monter le buzz. En tout cas, on espère qu'ils vont respecter un peu leur délai. Ils ont dit entre la mi-juin et le début juillet. Donc, on est encore dans les temps. C'est juste que si jamais ils veulent commencer à la mi-juin, c'est un peu trop tard parce qu'il faut quand même que les clubs arrivent à se préparer, ce qui n'est pas le cas. Donc, je pense plus qu'on va viser un peu plus le début juillet. Donc, si c'est vers le début juillet, il reste 4-5 semaines avant le début, ce qui est exactement pile poil ce qu'il faut pour une préparation. Donc, espérons que l'annonce va arriver bien vite parce qu'il faut que les joueurs commencent à s'entraîner, ça c'est sûr. Donc, voilà pour ce qui est de la Canadian Premier League. Et là, on va vraiment plonger dans l'univers des Rouges. Et quand je dis les Rouges, ce n'est pas, bien évidemment, le Toronto FC, ce n'est pas les Red Devils de Manchester United, mais bien évidemment, nos équipes nationales, l'équipe nationale masculine et l'équipe nationale féminine. On va commencer par ces gendarmes. Parce que on commence toujours par les femmes, parce qu'on commence par elles. On commence par le gros groupe sélectionné par l'entraîneur, par la sélectionneuse Bev Priestman. Priestman a sélectionné un gros groupe de 28 joueuses pour le dernier camp de la saison avant les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques qui arrivent vraiment à grands pas. Bev Priestman a dit, et elle a dit plusieurs fois tout au long de l'année, elle a dit on n'a pas eu beaucoup de temps ensemble, ça a été difficile, j'ai peu vu ces joueuses jouer ensemble, ou même toutes seules, il y a eu très peu de matchs, puis j'aimerais les revoir encore une dernière fois avant de prendre mes décisions. Elle a dit aussi, et j'étais en conférence de presse, et je peux vous dire qu'elle a dit quelque chose, je pense, de très intéressant. Elle a dit qu'après ce camp où l'équipe nationale va rencontrer la République tchèque et l'Espagne en Espagne, pardon, la République tchèque et le Brésil en Espagne, après ce camp-là, 10 jours après, elle va faire sa sélection des 18 joueuses. Elle a dit, je ne vais pas prendre beaucoup de temps avant de nommer les 18 joueuses parce que je veux leur laisser le temps de bien se préparer et qu'elles sachent qu'elles sont vraiment, qu'elles rentrent un peu dans la bulle des Jeux Olympiques et se préparer mentalement pour pouvoir arriver vraiment prêtes et fraîches au camp des Jeux Olympiques. Donc, parlons un peu de cette équipe-là. Je vais les nommer rapidement, puis après, je vais vous donner votre avis, demander votre avis, Alex et Daniel. Donc, les gardiennes de but, on a Sabrina D'Angelo qui joue en Suède, Stéphanie Labbé aussi en Suède, Erin McLeod en NWSL et Kaylin Sheridan aussi en NWSL. En défense centrale, on a Kirisha Buchanan, Vanessa Gilles, Jade Rose et Shelina Zadorsky. Sur les latérales, on a Gabrielle Carl, Alicia Chapman, Ashley Lawrence, Jade Rivière et Bianca Saint-Georges, une première pour la Québécoise. Au milieu de terrain, on a Jessie Fleming, Julia Grosso, Jordan Listro, Quinn, Sophie Schmidt, Desiree Scott et Sarah Stratigakis. Et en attaque, on a Janine Becky, Jordan Huitema, Chloé Lacasse, Adriana Leon, Michelle Prince, Deanne Rose,
Christine Sinclair et Evelyne Vian. Alex Rupert, je veux avoir ton avis. Est-ce que tu trouves normal pour le dernier camp avant les Jeux Olympiques, qu'il y ait un groupe aussi large? Ah ben, ça ressemble vraiment à une audition. Donc, je pense que c'est une source de motivation, inviter autant de joueuses pour leur faire comprendre, mais si vous voulez vraiment faire partie de l'effectif final, vous allez vraiment devoir m'impressionner et vous surpasser. Et quel test contre nul autre que le Brésil. Donc, je trouve ça juste et je trouve ça bien. Tu veux créer une compétition, tu veux pas que les postes soient déjà acquis. Une saine compétition, c'est ça qui va motiver et créer des surprises et motiver les joueuses à vouloir se dépasser. Si je regarde un peu l'alignement, c'est vite. Euh, j'ai rarement vu une équipe canadienne être aussi forte offensivement. Euh, Au milieu de terrain, j'ai quelques questions, quelques points d'interrogation, mais défensivement, on a l'air solide. De toute façon, moi, j'ai toujours trouvé que l'équipe canadienne, c'est une équipe qui avait quand même de la force, mais si on n'a pas notre ligue, on a quand même on a quand même des bonnes joueuses qui sont bien formées au Canada. Euh, Moi, je pense qu'il va faire la différence, c'est le côté tactique. J'aime la mentalité de Bev Priestman. Donc, elle est plus agressive et elle veut que l'équipe ait une meilleure possession de ballon et soit plus ambitieuse dans le terrain adverse. J'adore ce que je vois et je pense qu'on a les joueuses qui jouent dans les bonnes équipes, dans les bonnes ligues et qui jouent dans les ligues des champions. Jordan Utema qui avait été nommé la 4e meilleure au monde pour sa catégorie d'âge. Je pense que j'avais vu ça dans un magazine ou en ligne. Euh, c'est le temps de le prouver, tout simplement. Puis, je vois, c'est positif. J'aime voir de la compétition. Toi, de ton côté, Dan Cameron, est-ce que aussi tu es sur la même longueur d'onde qu'Alex ou tu penses que le groupe ne devrait pas être aussi large à ce moment-là? Ben, c'est vrai qu'on n'est pas loin du début de la compétition, mais je pense que c'est bon que Bev Priestman soit ouverte d'esprit pour inclure d'autres joueuses, capacité qui manquait à son prédécesseur. Donc, actuellement, si elle pense qu'elle a encore des interrogations, qu'elle aimerait voir plusieurs joueuses lors de ces 2 matchs, là, ben, pourquoi pas? Moi, je retiens notamment le retour de Jordan Huitema qui n'était pas là depuis un moment. Il faut dire que c'était compliqué pour elle de venir en Amérique du Nord. Sinon, je pense qu'il y a 2 matchs, donc peut-être qu'on aura un match avec un effectif plus équipe type, l'autre match pour voir un peu la dernière chance des joueuses qui vont se déplacer. Puis, tu sais, je veux dire, ça coûte cher, ce genre de camp. Donc, si elle a demandé un groupe élargi, c'est qu'elle avait ses raisons. Là. Moi, je pense que j'ai entièrement confiance en... J'espère qu'elle avait ses raisons, sinon je ne comprends pas pourquoi elle l'aurait fait. Oui, mais je veux dire, c'est même à la limite encourageant là, de voir justement qu'elle est prête à envisager des joueuses qu'on n'a pas vraiment entendu parler ces derniers temps. Là. Donc, je suis content de voir des nouveaux noms, comme Chloé Lacasse, notamment, que je n'ai pas vu dans les derniers rassemblements. Sinon, j'ai hâte de voir un peu quelle joueuse va laisser la chance sur le terrain, mais je suis pas mal sûr qu'on va avoir une grosse revue d'effectifs lors de ces matchs. Ouais, après, Chloé Lacasse avait été appelée, mais n'avait pas joué lors du dernier rassemblement. Mais oui, effectivement, elle faisait partie déjà du groupe sans avoir joué aucune minute. Mais oui, c'est vrai, on a tous hâte de voir ce qu'elle est capable de faire. Elle vient tout juste de re-signer avec Benfica, le club portugais. Elle marque énormément de buts au Portugal, donc c'est curieux. Bien qu'à Saint-Georges aussi, il y en a une autre qui n'a pas eu encore de match sous l'équipe nationale, sous la tunique canadienne. Donc, c'est possible aussi qu'on la voit faire ses débuts aussi. Donc, c'est assez intéressant. C'est les 2 seuls qui n'ont pas encore joué aucun match avec l'équipe nationale canadienne, mais ça va être intéressant à voir. Après, moi, sincèrement, je suis pas trop d'accord à avoir un effectif aussi large. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est le moment maintenant de commencer à créer des automatismes entre les joueuses, pardon. C'est le moment de créer des liens entre ces joueuses-là, pas seulement des liens sur le terrain, mais aussi des liens dans les vestiaires aussi. Avec autant de joueuses, tu vas commencer à créer des liens avec des joueuses qui vont peut-être pas être là. Je pense que l'esprit de groupe
aurait été beaucoup plus renforcé si jamais on avait un groupe un peu plus restreint. Même si, OK, je ne dis pas d'avoir 18 dès maintenant, mais peut-être avoir 23 ou 22 ou 23 joueuses. Et à ce moment-là, ben, on sait qu'il y a 4-5 joueuses qui ne seront pas là, mais le gros de l'effectif serait là. Tandis que maintenant, on s'entend que de ces 28 joueuses, il y en aura 10 qui n'auront pas leur place aux Jeux Olympiques. Je trouve ça un peu trop à ce moment-là de la saison. Après, j'ai aimé l'explication de Beth Friesman en conférence de presse qui a dit, écoutez, avec la réalité de la COVID, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas qui va être disponible, qui ne sera pas disponible. Est-ce qu'il va y avoir de nouvelles restrictions pour les voyages? Est-ce que j'ai préféré de garder un effectif large parce que je ne sais pas si à un moment donné, je vais avoir 18 joueuses, je vais devoir aussi avoir une sorte de liste de joueuses réservistes. Peut-être qu'à ce moment-là, je vais devoir même faire des choix dans ma liste des réservistes et je veux pouvoir au moins m'appuyer sur des joueuses que j'aurais déjà vues pendant plusieurs camps. Donc, je comprends un peu, selon le contexte, pourquoi elle a fait ça. Je ne trouve pas que c'est idéal, mais malheureusement, selon le contexte, je pense que c'est la bonne décision, mais ça, c'est mon avis à moi. Est-ce que pour vous, il y a eu une surprise dans cette sélection? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous attendez pas trop à ce qu'elle soit là? Commence par Daniel Cameron. Je dirais, j'hésite entre... il y avait la gardienne qui jouait dans le pays scandinave. Comment elle s'appelle déjà? D'Angelo? Ouais, honnêtement, je ne sais pas si ça valait la peine là, de la ramener. Pas grand monde qui est... Je veux dire, on s'entend qu'il y a très peu de chances de jouer. Mais bon, elle est déjà en Europe. Fait qu'on va dire que c'est... Moi, pour de vrai, j'ai comme 4 gardiennes. Connaissant un peu, on a vu là, lors du tournoi, la She Believes Cup et tout, là, on sait déjà que c'est pas mal acté au niveau des gardiennes, à moins qu'elle veut créer une concurrence pour la 3e place. Là. C'est ça, en fait. C'est ça qu'elle avait dit quand on lui a posé la question. Elle a dit que oui, je dois choisir deux gardiennes et une 3e comme réserviste. Donc, c'est peut-être effectivement pour ça. Parce que Erin McLeod a déjà 38 ans. Elle a été excellente en NWSL depuis le début de cette saison. Est-ce que tu mettrais ce genre de joueuse comme la 3e ou est-ce que tu voudrais mettre une fille qui a 28 ans avec Sabrina D'Angelo? Donc, c'est peut-être pour ça un peu, pour que les gardiennes aussi ne se reposent pas aussi sur leur laurier et qu'elles performent aussi durant ce camp aussi. C'est peut-être pour ça. Mais oui, j'avoue que moi aussi, j'étais surpris de voir 4 gardiennes appelées. Alex Rupert, qui était ta surprise? Quelle était ta surprise parmi cette sélection? Ah, c'est difficile d'être surpris quand t'en laisses rentrer 28. Ouais, hein, c'est difficile. Hein? Non, c'est vrai, il y en a très peu qui n'ont pas été appelés. En fait, moi, il y a une personne on va en parler un peu plus tard, les filles qui n'ont pas été appelées, mais genre, parlons un peu de la surprise qui pour toi a été vraiment surpris, qui t'a surpris, si jamais tu as une surprise. Honnêtement, je vais partager l'avis à Daniel, à Sabrina D'Angelo, que je ne connaissais pas vraiment. Moi, dans ma tête, j'avais toujours pensé que ça aurait été Labbé, McLeod et Sheridan. C'est bien qu'on ouvre un peu la porte pour des nouvelles opportunités. Sinon, si je regarde le reste de l'alignement, c'est pas mal, grosso modo, ce que je me serais attendu. Il y a peut-être un jeu de chaises musicales. Je pense que la compétition est féroce à l'attaque. Mais c'était peut-être ça le but d'avoir un alignement aussi large pour vraiment mettre de la pression sur des joueuses pour leur faire comprendre que c'est pas acquis votre poste. Oui, effectivement. Bon, moi, de mon côté, la grosse surprise pour moi dans cet effectif, c'est Jordan Listro. Bon, elle a eu ses 2 premières sélections dernièrement, vraiment très, très, très récemment. Elle a juste 2 sélections. Elle a déjà 25 ans. Je n'ai pas trouvé qu'elle a amené grand-chose à cette équipe-là. Je trouve qu'au milieu de terrain, il y a ce qu'il faut. Contrairement à ce que tu as dit, Alex, je trouve qu'il y a ce qu'il faut au milieu de terrain. On a des Julia Grosso, on a Gabrielle Carr qui peut donner un coup de main ici. On a Desiree Scott. J'ai bien aimé la Stratigakis. Sophie Schmidt, si jamais. On a Quinn. On a Jessie Fleming. Je ne vois pas qu'est-ce que vient faire Listro. Sachant aussi que Lawrence peut venir aussi au milieu de terrain. Donc, il y a beaucoup de choix au milieu de terrain. Puis, je ne vois pas la place de Jordan Listro dans cet effectif. Après, Priestman a dit qu'elle amène un profil différent au sein du milieu de terrain qu'elle ne voit pas dans les autres joueuses.
Donc, bon, je suis intéressé à voir comment elle sera utilisée. C'est une joueuse qui joue à Kansas City en NWSL. Donc, curieux de voir si jamais elle fera partie des 18. Je serais très surpris si elle fait partie des 18, mais on verra. On verra bien. Parlons des déçus. Qui sont pour vous les joueuses que vous aurez aimé voir dans cette sélection, mais qui n'ont pas été choisies? Je vais commencer, moi, en premier, juste pour le fun. Je pense qu'elle est blessée, mais je pense que Riley Foster, qui est la gardienne de Liverpool, aurait été quelqu'un de très intéressant parce qu'elle a 22 ans. Et premièrement, elle a 22 ans, c'est un peu l'avenir de la sélection parce que si on regarde un peu le reste des gardiens, on en a parlé de McLeod à 38 ans, Stéphanie Labbé à 34 ans, Sabrina DiAngelo à 28 ans, Sheridan à 25 ans. Donc, au lieu d'avoir DiAngelo, j'aurais aimé avoir Riley Foster, qui joue quand même dans une des ligues les plus importantes maintenant au monde, avec la Ligue anglaise qui commence à rattraper toutes ses concurrentes. Donc, je sais pas, j'aurais aimé voir Riley Foster dans cette sélection-là. Je ne sais pas si vous avez, vous, des filles que vous aurez aimé voir dans cet effectif. Alex Rupert, par exemple? Euh, Pas vraiment. Je pense qu'elle a vraiment fait appel au. Si c'est vraiment, elle tenait au chiffre 28, je pense qu'elle a fait appel aux 28 meilleurs qui étaient disponibles. Puis peut-être le chiffre important, ça donne aussi des opportunités d'avoir des matchs simulés. Peut-être une différente approche à l'entraînement pour les Ouais, préparer. Donc, ouais. ouais. C'est une bonne idée, peut-être aussi, à jouer des 11 contre 11 à l'entraînement. Toi, Daniel Cameron? Non, honnêtement, je pense que l'effectif rassemble pas mal toutes les joueuses qu'on serait attendu là. J'ai pas Ouais. personne qui. Tu sais, d'habitude, avant, on disait tout le temps, il manque telle joueuse, il manque telle joueuse. Là, je pense Ouais, on qu'il y est avait quand pas même, mal de. j'ai été quand même assez j'ai essayé d'être le plus constructif possible, essayer de trouver un peu cette joueuse-là que j'aurais aimé qui soit là. J'aurais peut-être aussi pu nommer Olivia Smith, la petite jeune ontarienne de 16 ans qui a déjà 2 sélections avec l'équipe nationale. J'aime bien amener des jeunes joueuses pour intégrer le cycle très, très tôt. Peut-être que ça aurait été une bonne chose pour elle. Après, bon, on n'est plus là, on n'est pas là à former maintenant l'équipe de demain. On est en train de choisir la sélection qui va participer et représenter le Canada aux Jeux Olympiques. Donc, je peux comprendre aussi pourquoi elle n'a pas été choisie. Et enfin, par rapport à cette sélection féminine, euh, est-ce que pour vous, vous pensez, quelle est l'importance de ces 2 matchs amicaux-là contre la République tchèque et le Brésil? Est-ce que vous pensez que c'est quoi que Beth Priestman doit faire avec ces 2 matchs-là? Est-ce qu'il devrait y avoir, par exemple, il faudrait plus se concentrer sur gagner parce que c'est important pour la confiance? Est-ce qu'il faudrait peut-être peaufiner le système de jeu, s'en foutre un peu du résultat? Parlez-moi un peu de l'objectif de Beth Priestman selon vous. On commence par toi, Alex Rupert. L'objectif, tu veux instaurer ta culture gagnante, ta mentalité gagnante. Euh, puis je reviens toujours à ça dès le début, à chaque fois. On est 8e au monde, je pense. Donc, il y a des équipes le Canada doit battre des équipes et ça devrait pas être à l'arraché. Il y a des équipes que tu te dois de battre et tu te dois de battre confortablement. Puis en même temps, t'en profites pour installer un style de jeu et le tester contre un vrai adversaire. Donc, je pense qu'on partage ce rang avec le Brésil. Donc, il faut vraiment habituer nos joueuses à dire on ne peut pas baisser d'intensité. Ça, c'est le Brésil. On doit trouver une façon de les surpasser et d'atteindre le prochain niveau. Et le Brésil, c'est un excellent test. Ouais, après, dans le dernier classement, le Brésil nous a devancé. Donc, le Brésil est 7e. Maintenant, nous, on est 8e. Mais oui, tu as raison, on est très, très proche à quelques points. Ça se joue à une virgule presque. Donc, bref. Toi, Daniel Cameron, quels sont pour toi les objectifs de ces 2 matchs amicaux-là? Moi, comme je l'ai mentionné plus tôt, je pense qu'un des matchs, ça va être voir un peu l'équipe type. Puis un des matchs, ça va être voir les joueuses qui peuvent encore accrocher une place pour le. Donc, c'est vraiment dans le sens que c'est quand tu as 2 matchs amicaux, habituellement, tu en as un qui est plus vraiment pour tester ton 11 partant. Et l'autre match, c'est pour un peu voir les autres joueuses qu'on a moins vu jouer, qu'on connaît moins.
voir s'ils ont le niveau peut-être pour faire partie du. Je pense qu'un match, on va voir un groupe vraiment plus. C'est un match qui va être vraiment sérieux. C'est probablement celui contre le Brésil. Et un match où ça va être plus être des tests. Ça, c'est mon opinion, là. Ouais, mais en tout cas, ça va être intéressant aussi de enfin se battre face au Brésil avec la vraie sélection, hein, parce qu'en She Believes Cup, on était à un effectif remanié avec toutes les restrictions COVID et ainsi de suite. Ça va être intéressant de voir quelle sera la réponse du Canada après cette défaite 2-0 face au Brésil lors de la She Believes Cup. J'ai hâte de voir la réaction de ces joueuses-là. Est-ce qu'elles vont pouvoir se venger avant les Jeux Olympiques et se mettre dans de très, très bonnes décisions? Ou même peut-être un match nul pourrait faire un grand bien à cette sélection-là. On verra. Donc voilà pour ce qui est de l'équipe féminine. Passons à l'équipe masculine. John Herdman, le sélectionneur national, a fait son choix. Il a fait un choix différent de ce qu'on a vu du côté de Beth Priestman et des filles. 24 joueurs sélectionnés pour les matchs de Coupe du Monde, de qualification pour la Coupe du Monde contre Aruba et le Suriname, sans oublier que si jamais ils sont premiers du groupe, il y aura 2 matchs après coup contre le vainqueur du groupe de Haïti. Donc, vraisemblablement, ça devrait être Haïti si jamais le Canada y arrive. Je ne sais pas, j'ai comme l'impression qu'il va pouvoir faire des changements à son effectif après les 2 matchs, mais j'ai aucune officialisation par rapport à ça. Je ne sais pas si quelqu'un peut, un de vous deux est au courant de ça. Est-ce que, peut-être Alex Rupert, tu es au courant? Est-ce que John Herdman peut faire des changements entre les matchs, après les matchs de Aruba Suriname avant d'affronter avant de passer au prochain tour, ou tu n'es pas au courant? Je ne suis pas au courant, mais il ne faut pas oublier qu'il amène avec lui une dizaine de C'est joueurs. ça. Ouais. Fait que je pense que ce serait possible, juste au cas où il y aurait des blessures. Je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait empêcher ça. La deuxième ronde, je pense, c'est une semaine ou une semaine et demie plus tard. Donc, s'il y aurait des blessures importantes pendant les 2 premiers matchs, mais au moins, il pourrait appeler quelqu'un d'autre pour remplacer. Oui, exactement, mais je ne sais pas s'il a le droit de faire le changement ou non. En tout cas, on le saura à un moment donné, mais on va parler des 10 joueurs après. On va commencer par en premier la sélection originale de 24 joueurs. Je pense que c'est le plus important parce qu'il a tranché, il a eu beaucoup de choix à faire, John Herdman. Donc, on va parler des joueurs. Je vais aller plus par ordre alphabétique. Donc, on a Samuel Adekugbe en tant que latéral gauche, Bilan Borian en tant que gardien, Tejan Buchanan, on ne sait pas où il va jouer, est-ce qu'il va jouer latéral droit, est-ce qu'il va jouer ailier droit, mais ça offre aussi un peu plusieurs choix à John Herdman. Je pense que c'est important. Il a même mentionné en conférence de presse, j'y étais à la conférence de presse et il l'a mentionné comme quoi il voulait avoir ce genre de joueur un peu plus versatile. En attaque, on a Lucas Cavallini qui est là, Théo Kerbeanu qui est choisi des Wolves, même s'il n'a pas fait encore ses débuts avec Wolverhampton en Premier League. Jonathan David, champion avec Lille en Ligue 1. Alphonso Davies, latéral gauche ou bien ailier gauche. On ne sait pas où il va jouer, mais on a l'impression qu'il va jouer devant. Steven Eustachio en tant que milieu relayeur, milieu défensif. Liam Fraser, même chose, milieu relayeur, milieu défensif. Le retour de Donil Henry en défense centrale. Junior Hoylett qui est choisi en tant qu'ailier droit. Alistair Johnston en tant que latéral droit. Mark-Anthony Kaye en tant que milieu relayeur. Scott Kennedy, dont notre ami Alex Rupert nous a dit tellement de bien, est là pour la première fois en tant que défenseur central. Kyle Larin, champion de Turquie, est là. Richie Larea est ici aussi. N'oubliez pas que Richie Larea, oui, c'est un latéral droit, mais il est capable de jouer en tant que latéral gauche aussi. Donc, une option supplémentaire aussi pour John Herdman. Liam Miller, qui est là aussi après un prêt concluant en Ligue 1, en troisième division anglaise. Jonathan Osorio de TFC de Toronto. James Pantemis comme gardien, il est là, il remplace un peu Maxime Crépeau qui attend un enfant, donc qui n'a pas été choisi. Juste après Samuel Piette, toujours là en tant que milieu défensif. Dane Sinclair, qui est maintenant officiellement, je pense, le 3e gardien de cette équipe nationale, qui est toujours là, même s'il a perdu son poste à un moment donné à Minnesota. Frank Stirring, qui a l'air d'avoir impressionné le staff en tant que défenseur central, est là.
Le général de la défense, Steven Vittoria, est là aussi. Et David Wotherspoon, après son doublé en Écosse, lui qui a gagné la Coupe de la Ligue et la Coupe d'Écosse, donc les deux coupes, il est toujours là. Et aussi, le fait qu'il puisse jouer à plusieurs positions, David Wotherspoon, le rend très important dans cet effectif de John Herdman. Donc, commençons un peu par le choix de John Herdman de choisir 24 joueurs. Sans oublier, on va parler un peu plus tard des 10 supplémentaires, mais est-ce que pour vous, est-ce que c'est normal d'avoir un effectif de 24 joueurs à ce stade-là, Daniel Cameron? Ben, honnêtement, 23 ou 24, c'est pas une grosse différence. C'est juste d'habitude, quand il y en a 24, c'est parce qu'il y a 4 gardiens, mais rendu là, moi, ce que je suis surpris, c'est surtout que, comment dire, quand j'ai vu le choix des 24, j'étais surpris que, tant qu'à prendre 24, j'aurais pensé peut-être qu'il aurait pris deux latérales gauche, là. Ça, c'était ma principale déception. Il y avait l'air d'avoir beaucoup de monde à droite et pas beaucoup de monde à gauche, là. Autant au niveau des défenseurs que de niveau euh, mais sinon, au niveau, comme tu l'as mentionné, ben, parce qu'au-delà des 24, il y a une liste supplémentaire, là. Donc, avec ça, ça fait quand même un groupe assez intéressant. Ça fait un groupe élargi là, qui, moi, je pense qu'il y a de l'allure, là. Ouais, ben, bon, 24, c'est, comme tu disais, Daniel, c'est pas vraiment la fin du monde. Faut pas oublier que Laria peut jouer à gauche et à droite. Euh, Puis il a eu du succès aux deux positions au Toronto FC, bien que pour le Canada, il joue plus souvent à droite. C'est les 24, je vois pas grand mal à ça. Puis surtout que tu as 10 joueurs qui vont accompagner l'équipe. Certes, on ne sait pas s'il a le droit d'aller piger dans les 10 joueurs pour remplacer au cas où, mais non, ben, aussi, s'il en amène 24, il ne faut pas oublier que si tu prends des milieux comme Liam Fraser puis Jonathan Osorio, ils n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu. Donc, c'est pas vraiment la forme de ce côté-là. Fait qu'on peut, peut-être qu'il veut jeter un coup d'œil supplémentaire pour voir comment il se comporte. C'est des matchs très importants. Fait que si tu as le droit d'en amener plus, pourquoi pas? Ouais, ouais. Ben, écoute, je le dis souvent, en tout cas sur plusieurs plateformes, je pense pas que je l'ai déjà dit ici sur CSL Érable, mais je pense que quand tu vas dans un tournoi, il faut beaucoup coacher ce qu'on appelle des couteaux suisses ou des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs positions. Et je pense que John Herdman le sait et le remarque. Et c'est pour ça qu'il a donné la chance à des joueurs qui peut-être seront pas les meilleurs et sont pas les meilleurs joueurs sélectionnables, mais en fait des joueurs qui peuvent jouer et qui peuvent rendre service à plusieurs positions. Sans les nommer, mais je suppose que vous savez de qui je parle. Et c'est drôle parce qu'en conférence de presse, Gavino de Falco a posé la question à John Herdman en lui disant pourquoi tu n'as pas choisi Zachary Bruguière qui est quand même en très bonne forme, qui malgré sa blessure, quand il est revenu, il a quand même été OK, il est revenu de sa blessure. Il a dit écoute, les joueurs qui sont là sont plus capables de nous aider à pas juste une seule position, mais à plusieurs. Donc, c'était un de ses critères pour faire un peu ce choix-là. Il a aussi dit que, indirectement, il a dit aussi que les joueurs qu'il a choisis, selon lui, sont meilleurs que Zachary Brault-Guillard. Donc, on ne peut pas lui dire qu'il a tort à 100%. Je ne dis pas qu'il a raison non plus à 100%, mais écoute, à un moment donné, tu dois faire des choix et les choix se comprennent. Je pense que les deux choix sont quand même assez comprenables des deux côtés. Pour vous, quelle est la grande surprise de ce groupe de 24? Daniel Cameron, j'aimerais avoir ton avis, sachant que on est en train d'appeler des joueurs qui ont été appelés, qui est ta grande surprise, pas les joueurs qu'on a omis d'appeler, mais ceux qui ont été appelés. Je dirais le retour de Daniel Henry et le retour de Frank Stirring. Ben, Henry, ça faisait longtemps. Je sais qu'il récemment, il a été nommé dans l'équipe de la semaine dans la Ligue de Corée, là. Donc, j'imagine qu'il fait des bonnes prestations. Puis Herdman a l'air de bien l'aimer. Mais en même temps, est-ce que ça vaut la peine de le faire? Je sais qu'en Corée, ils ont des protocoles très stricts pour le COVID et tout. Ça vaut la peine de l'obliger à passer par ça. Ils ont intérêt à le faire jouer au moins des deux matchs. Et Stirring, je veux dire, oui, il n'a pas fait un mauvais match, mais en sentant que c'était pas... Le gars, il joue en deuxième division néerlandaise. Il n'a jamais mis les pieds au Canada.
puis on l'appelle dans des matchs importants comme si on n'avait rien d'autre. C'était ça, Ben, moi, je peux, avant de donner les miennes, je peux te relancer un peu. Je pense que le problème avec le Canada, c'est qu'on n'a pas beaucoup de profondeur en défense centrale. Euh, Donnell Henry, c'est pas vraiment, tout le monde le sait, c'est pas, je le porte pas vraiment dans mon cœur tant que ça, mais il y a des bonnes prestations en Corée, puis je pense que il y a un des deux matchs dans ma tête, je le ferais jouer, puis il y a un autre match, je le ferais pas jouer du tout. Puis c'est pas difficile d'imaginer lesquels. Mais Frank Stirring, je comprends la deuxième division néerlandaise, mais en même temps, si tu parles de forme, il a joué toute l'année. Puis surtout, pendant l'hiver, il a joué 90 minutes presque à chaque semaine. Pendant que si tu regardes le reste de notre bassin de défenseurs centraux, mais la CPL a été mise sur la glace pendant des mois. Zator venait juste de commencer à avoir des minutes. Fait qu'en termes de forme, le choix de Stirring fait du sens. Pour ce qui est de mes surprises de qui sont dans l'alignement, je dois dire Liam Fraser, qui n'a pas joué qui n'a pas joué beaucoup de minutes. C'est pas une méga surprise pour moi, mais disons que j'aurais peut-être donné une chance ou une opportunité à un autre milieu de terrain. Écoute, c'est drôle là, que tu parles de Liam Fraser. Pour moi aussi, c'est la plus grosse surprise. Je suis complètement d'accord avec toi, Alex. Pour moi, c'est la plus grande surprise, mais j'en ai une autre que vous n'avez pas nommée. Et j'aimerais en parler, c'est Junior Hoilett. Et je vais expliquer un peu mon point. Et je ne l'avais pas choisi la semaine passée, si vous vous rappelez, dans le dernier épisode de CSS à l'érable. Ma raison est très, très simple. John Herdman et Mauro Biello, même quand ils ont fait leur choix pour les Jeux olympiques ou la qualification aux Jeux olympiques des U23 qui n'ont malheureusement pas réussi à se qualifier, ils ont toujours eu le même discours. Tu ne joues pas, tu n'es pas appelé. Vous êtes en manque de forme, on a besoin que vous soyez compétitif, et ainsi de suite. Pourquoi il y a un passe-droit avec Junior Hoilett? Je ne comprends pas. Pourquoi il n'y aurait pas un passe-droit avec un joueur de CanPL qui s'est maintenu en forme? Je ne vois pas la logique derrière ça. En fait, c'est drôle, c'était ma question à John Herdman en conférence de presse. Je lui ai dit, est-ce que ça ne t'a pas dérangé le fait qu'il soit en fin de contrat? Et sa réponse était, oui, ben, je peux comprendre. Et j'ai comme senti qu'il a un peu souri parce que je pense qu'il s'y attendait un peu à la question. Il me dit, écoute, ben, je me sens mal un peu pour Junior. Il y a eu un changement d'entraîneur, puis le nouvel entraîneur ne comptait pas trop sur lui, mais il s'est maintenu en forme et il a joué avec les U23 de Cardiff. Genre, c'est pas la même chose, là, on joue avec des enfants, là. Hey. Donc, bref, j'ai été surpris parce que ça a toujours été la ligne de conduite du staff et de l'équipe nationale. Et là, on fait un passe-droit parce que c'est un vétéran. Je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas à quelqu'un d'autre qui mérite sa place tout autant. Et c'est là où je rejoins, par exemple, je vous rejoins à vous deux. En premier, je te rejoins à toi, Daniel Cameron, quand tu parles de Frank Stirring. Pourquoi à ce moment-là, on n'a pas donné la chance à un défenseur central de CanPL? Si on rentre dans la même logique, si jamais il s'était maintenu en forme, il avait prouvé qu'il s'était maintenu en forme, pourquoi ne pas faire la même chose et aller choisir quelqu'un de D2 néerlandaise? Je ne suis pas en train de parler de Frank Stirring en tant que joueur, parce que c'est un bon joueur, je suis d'accord. Mais pourquoi ne pas appliquer la même logique à tout le monde? Et je te rejoins aussi à toi, Alex Rupert, quand tu dis Liam Fraser, pourquoi on n'a pas appelé un milieu de terrain aussi de CanPL? C'est aussi simple que ça. Je ne comprends pas pourquoi ça s'applique pour une personne et pas pour une autre. Donc ça, c'est un peu ce qui me dérange, la sélection de Junior Hoilett qui n'a pas joué depuis longtemps et qui est sans contrat. Donc le retour de Unattached FC au sein de Canada Soccer, pas quelque chose de très beau à voir. Donc voilà. En même temps, Unattached qui vient d'être Unattached, je pense que son contrat il doit être terminé aujourd'hui ou dans un mois. Là. Non, dans un mois. Mais still, non, ce que je veux dire, sur papier, ça va être Unattached FC. Mais bon. Il y a des rumeurs qu'il l'envoie à Middlesbrough pour rejoindre son ancien. Middlesbrough, à cause que l'ancien entraîneur de Cardiff est là. OK. Mais ils sont en troisième division, non?
Deuxième. Oui. Ah, ils sont aussi Ouais. en championship? OK. Ouais. Cool. Bon, en tout cas, on verra. On verra. Il y a beaucoup de rumeurs. Il y a même des rumeurs comme quoi il y a des clubs de MLS là-dessus, mais on ne va pas parler de ça. Donc, voilà. Beaucoup de rumeurs autour de Junior Hoilett et c'est un bon joueur. On ne peut pas le nier. Ça reste un bon joueur. Parlons un peu des surprises. Pas des surprises, pardon, qui ont été choisies, mais des déçus, en fait. Qui, pour vous, méritait sa place et n'a pas eu sa place dans cet effectif-là? Je te laisse commencer cette fois-ci, Alex. Difficile à dire. Le choix le plus évident, c'est Maxime Crépeau. Mais Ouais, mais je lui, peux- il attend un enfant, donc c'est pour ça qu'il est pas là. ouais, tu sais, à quelque part, je pense que, et aussi l'autre raison, je pense que ça ouvre la porte pour qu'il soit partant pour la Gold Cup. Bon, tu sais, on va lui donner le tournoi, puis amuse-toi. Mais à part ça, À propos de ça, excuse-moi, je ouais. t'interromps, mais à propos de ça, John Herdman a dit que il peut choisir presque le même groupe pour les deux. Je sais pas comment il va faire ça, non? Mais il a Je sais dit pas que. si Bayern va dire oui à ça, mais Ouais, mais bon. Ben, En tout cas, non, mais la Gold Cup ne peuvent pas refuser de toute façon. Puis il y a l'Euro ouais, ça en c'est Europe. nouveau parce que c'est ça qu'il a dit. C'est ça qu'il a dit, John Herdman. Il a dit que dans le passé, c'était optionnel et que les clubs pouvaient refuser, mais maintenant, ils ont travaillé pour faire en sorte que ça devienne obligatoire. Et il a dit, c'est obligatoire maintenant. Donc, les clubs n'ont pas le droit de refuser. Ok, ok, je suis surpris que ce n'était pas le cas avant. Parce que, Non, tu sais, c'était comme pas le cas avant. parce que la CAN, c'était en plein milieu de la saison en Europe, puis les joueurs étaient obligés, puis ça faisait toujours des tensions d'ailleurs. Ouais, ben c'est ça. Il a dit, il est content que maintenant, il est capable d'appeler qui il veut, puis sans qu'il y ait de refus. Donc, bref, c'est les bon. déçus, on revient. Excuse-moi, je t'ai interrompu, Alex. Tu sais, les déçus, bon, tu sais, Hutchison est blessé, fait que c'est dur de dire déception. Je dirais Scott Arfield. Quoique je peux comprendre ses raisons, mais à quelque part, ça aurait été bien d'avoir quelqu'un de sa qualité. Mais encore, je comprends ses raisons. Il s'est blessé en cours de saison. Il a quand même 33. Puis Rangers, c'est un club qui est extrêmement compétitif, qui a bien performé. Puis tu vois que plus la saison avançait, plus qu'il commençait à perdre son poste de partant. Donc, je peux voir où est-ce qu'il se dit, est-ce que je veux vraiment risquer une blessure contre Aruba et Suriname, puis me sortir de l'effectif de Rangers ou se mettre en forme, guérir pendant l'été, puis retourner à Rangers qui va essayer de rentrer dans la phase de groupe en Ligue des champions à l'automne et se présenter si on se rend à la ronde finale contre le Mexique, les États-Unis. C'est décevant, mais je peux comprendre. Sinon, si je regarde l'alignement en général, est-ce que j'aurais vraiment appelé quelqu'un d'autre? Je ne suis pas convaincu, Ah ouais? personnellement. Tu n'aurais pas appelé Kamal Miller s'il n'était pas blessé? Ouais, mais il est blessé. Ah, OK. Cool. Ouais, Arfield n'est pas blessé. Tu as nommé tous des blessés, tu as nommé des blessés et tu n'as pas nommé Kamal Miller. Arfield, il dit, bon, j'ai des bobos, mais on s'entend, là. C'est parce que Aruba, ça y tente pas. Ouais. C'est clair que ça y tente pas. Ouais, je vais, si tu me permets, à Daniel Cameron, je vais donner mon avis en premier. Je suis complètement pas d'accord avec toi, Alex. Pour moi, c'est pas normal que Scott Arfield soit pas là. Il veut pas, je m'en contrebalance. Il est supposé être là. C'est des matchs extrêmement importants pour l'équipe nationale canadienne. Oui, sur papier, on va atomiser Aruba, mais on sait jamais. Et après, le Suriname, ça a tout l'air d'un match piège. Ça a tout l'air. Moi, je pense qu'on va s'imposer. J'ai pas peur ou quoi que ce soit. Mais tu regardes ça. C'est une équipe de Suriname qui a quand même des joueurs qui jouent dans des premières divisions en Europe. C'est pas une petite équipe. Sur papier, il a même dit, John Herdman, c'est un des meilleurs effectifs de la CONCACAF. Bon, après, John Herdman, on sait qu'il a tendance à un peu exagérer les choses. Mais je trouve que ce n'est pas normal pour quelqu'un comme Scott Arfield de refuser la sélection. En tout cas, si c'est le cas. Il l'a pas dit. Il l'a dit un peu indirectement, John Herdman, en conférence de presse. Moi, je trouve que c'est pas normal. Une raison derrière ça, en premier, c'est que les Rangers sont champions depuis à peu près 2 mois et demi. C'est pas comme s'ils ont été couronnés champions il y a 2 semaines. Donc, les matchs n'étaient plus aussi compétitifs que ça à la fin. Donc, il aurait pu se reposer, demander à son entraîneur de le reposer un peu pour qu'il puisse aller. On est à la fin de la saison européenne. La saison des Rangers ne va pas reprendre avant le mois d'août. Donc, il y a 2 mois. Donc, excuse-moi, mais si jamais il se blesse, il a amplement le temps de revenir en forme pour le début de la saison. Pour moi, ce n'est pas une excuse. Je suis désolé.
tu es là, tu as le privilège de représenter l'équipe nationale canadienne. Tu viens, tu fermes la gueule, puis tu viens représenter ton pays parce que tu es un privilégié d'être appelé à représenter ton pays et non pas le contraire. Moi, arrivé à un moment, si moi j'étais sélectionneur, ce que je ne suis pas, heureusement, je ne l'aurais plus appelé. Je leur ai dit, écoute, ce n'est pas toi qui choisis les matchs, c'est moi qui choisis. Donc, voilà, pour moi, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Combien je l'avais compris contre les îles Caïmans et les Bermudes, parce qu'il était en pleine saison, combien je le comprenais, et là, j'ai complètement d'accord avec toi, combien je ne le comprends pas maintenant, parce que pour moi, il n'y a aucune raison pour laquelle il ne serait pas là. Sans oublier que ce groupe-là, c'est très important de faire partie de ce groupe-là, parce que ce groupe-là va jouer contre supposément Haïti, et on sait combien c'est important de battre Haïti, et on a eu beaucoup de mal à battre Haïti. Donc, je suis désolé, tu viens, tu te prépares comme tout le monde, tu fais partie du groupe, et après, tu te bats contre Haïti si jamais tout se passe bien. Tu te bats contre Haïti et tu donnes une chance à ton équipe d'être dans l'octogonal, qui est, je pense, le minimum, même pas, pour moi, le minimum requis, c'est d'être dans le top 4 du octogonal, mais c'est le minimum requis, c'est quand même de passer à l'octogonal et de ne pas se foutre la honte à l'octogonal. Excuse-moi, Daniel, j'ai beaucoup parlé, donc je te laisse donner un peu ta déception et si je suis d'accord ou contre ce que je viens de dire. Ben pour Arfield, je pense qu'on oublie tous un élément important. Un joueur, techniquement, il n'a pas le droit de refuser une sélection nationale. Ouais, mais tu peux parler au sélectionneur et lui dire, hey, dude, on se connaît bien, puis c'est ça qu'il fait avec John Herdman. Right? Ouais, ben c'est comme, là, je pense que le COVID a le dos large, comme on dit, là. Puis l'histoire de blessure aussi, je traîne des bobos. Parce que là, on a dit ça la même chose pour Atiba Hutchinson. Là, il y a eu aussi Pacher qui est à Dynamo Houston. Il y avait on dit que c'est pour ça qu'il n'a pas été appelé parce qu'il commençait à avoir des bobos. Là, ça commence à faire beaucoup de bobos. Là. Ouais, mais Tyler Pacher, Daniel, il est en pleine saison. Si jamais il est blessé, je peux encore comprendre. Et en plus, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait partie de l'équipe Canada. Donc, ce n'est pas un cadre comme Scott Arfield. Atiba Hutchinson, il est en fin de carrière, il a 38 ans. On peut encore comprendre. Scott Arfield est notre capitaine, man. C'est notre capitaine. Excuse-moi, je suis très passionné par rapport à ce sujet. Je comprends pas. Je suis désolé, je vais arrêter de t'interrompre. Je vais te laisser continuer, Daniel. Vas-y. Oh, ben, sérieusement, t'aurais. Damn, son, where'd you find this? Sérieusement. Non, vas-y, Daniel, je te laisse. Il a dit ce qu'il avait à dire, Alex. OK, je crois qu'elle a enchaîné. Non, vas-y. Donc, concernant les autres joueurs absents, il y a Gutiérrez, que j'étais surpris qu'on ne l'a pas appelé parce que je pense que ça aurait... OK, tu vois, parce qu'il me semble qu'il a joué les derniers matchs. Là, non, il est blessé. OK, il est encore blessé. Un autre d'ailleurs. J'aurais aimé avoir deux vrais latérales gauche pour qu'on fasse jouer Davis au poste auquel il est plus utile en équipe nationale. Surtout contre Haïti, honnêtement, j'ai pas le goût qu'on le voit latéral gauche. De toute façon, à Adekugbe, s'il est en forme, il peut peut-être enchaîner les matchs, mais c'est toujours bon. Moi, j'aime mieux, tant qu'avoir vu 24 joueurs, j'aurais aimé qu'on prenne un autre latéral gauche de métier. Là, il y a quand même dans la liste de 10 joueurs élargie, il y en a. Là. Je te laisserai aborder le sujet plus tard. Mais sinon, c'est ça, c'était surtout des joueurs qui sont plus blessés comme Gutiérrez, Pacher, Arfield, Hutchinson, que leur présence. Les autres joueurs, sinon, il y avait eu Jebison, mais je me faisais pas d'illusions puisqu'il avait été appelé avec l'équipe anglaise U20 ou je sais plus, U20, je crois. Donc, le reste, c'était des joueurs que j'avais des doutes qu'ils allaient pas être sélectionnables. Donc, dans l'ensemble, je pense que c'était quand même une bonne sélection. Là. Parfait. Donc, parlons un peu de ce groupe de 10 joueurs qui ont été appelés juste un peu plus tard. Donc, 10 joueurs, c'est Tesho Akindele, Zachary Broguillard, le petit jeune de 16 ans, Jackil Marshall-Rutty, Patrick Metcalf, qui a été très bon aussi avec les U23 des Whitecaps de Vancouver, Ashton Morgan, qui est encore là, Jaden Nelson, le petit jeune de Toronto, Noblé Okello, qui fait un très bon début de saison, tout comme Ralph Priso et Luke Sink, tous ceux-là sont de Toronto, et Joel Waterman. Et la grosse surprise, l'énorme surprise, Ayo Akinola,
qui est fait partie de ce groupe de 10 joueurs. Donc, ça veut dire que, un, il n'a pas choisi les États-Unis encore. Deux, il a préféré choisir le Canada encore. Et ça veut dire qu'on a une chance de peut-être le rendre captide, donc qui veut dire... parce que si jamais il joue un seul match officiel, il ne pourra plus changer d'équipe nationale. Donc, si c'est 3 matchs amicaux, il a le droit. Mais si jamais c'est un seul match officiel, il ne peut plus changer. Mais Donc, si je ne me trompe pas, une fois qu'il a envoyé sa lettre à la FIFA pour changer d'équipe nationale, mais lui, c'était un match amical avec les États-Unis. Ah, il n'a jamais joué avec les États-Unis. Il avait pas il a été appelé, c'était un match mais amical. jamais joué. Non, il est marqué. Mais c'était un match amical. Ouais, c'est vrai, c'était un match amical. Tu as raison. Ouais. Mais il y a Luke Singh, d'ailleurs. Luke Singh, il a été appelé avec Trinité Tobago, avec l'équipe. C'est vrai. C'est ça. Donc, je ne sais pas. Si je ne me trompe pas, ce n'est pas le même week-end. Donc, il n'y aura pas de conflit d'horaire, mais c'est un peu particulier. Là, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, des petites surprises à part Akinola et Singh. Je te laisse continuer, Alex, si tu avais. Je te laisse continuer, Daniel, si jamais tu avais d'autres surprises parmi ce groupe-là. Est-ce que le petit jeune de 16 ans, Marshall Rutty, est-ce que ça t'intrigue un peu? Ou... Ben, on l'a vu dans des listes préliminaires avant pour l'équipe olympique et tout, là, donc je sais qu'il est dans le viseur. On s'entend que c'était plus une liste MLS au cas où des gars sont blessés ou suspendus. Là, donc, c'est juste que ce qui m'embête un peu, c'est que beaucoup de ces joueurs-là, la plupart n'ont pas joué grand match ou ont eu des blessures. Donc, je suis pas. On s'entend que la plupart n'ont pas beaucoup de minutes cette année, là, à part Akindele, Okello, Broguillard. Le Broguillard vient de blessure. Donc, je ne suis pas impressionné, mais c'est bon d'avoir. On s'entend que ça aurait pu être complété par des joueurs de CanPL si on avait eu un début de saison plus tôt. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, on va. C'est ça, honnêtement, je trouve que les dernières. Le fait qu'on a eu une pandémie mondiale a beaucoup nuit à la participation des joueurs de CanPL en équipe nationale. Ouais, malheureusement. Alex, toi, des surprises, des déçus, ton impression sur ce groupe de 10 joueurs-là? C'est bon pour la pratique. Je pense que l'intention, c'était de trouver une façon de les faire pratiquer de façon plus compétitive. Eyo Akinola, je sais pas, c'est comme, OK, dude, branche-toi. Tu sais, à la go. On ne l'a pas appelé, c'est parce que c'est sûr qu'en coulisses, on lui a demandé ça te tente-tu. Ils ne vont pas l'appeler, puis là, oh non, je refuse. Puis ça commence à ressembler, je vais laisser les deux me flirt. Seriously, branche-toi. Sérieusement. Ouais. Moi, j'ai comme ça commence à m'agacer. Moi aussi. Mais est-ce que si jamais tu avais le choix, tu n'aurais pas choisi Akinola pour Miller? Moi, j'aurais pas appelé Miller et j'aurais appelé Akinola. Non, Miller. Parce que Miller a prouvé, il a un impact en Ligue 1, puis on peut penser ce qu'on veut de la Ligue 1, c'est quand même compétitif. Ouais, mais c'est quand même la 3e division. Hein. Non, je vais te dire ça en toute objectivité, puis pas parce que je suis... j'ai des visées négatives sur la MLS. Moi, je pense que la MLS, ça ressemble plus ou moins à la Ligue 1. Je suis désolé, MLS, c'est pas Championship. Non. Je vois la face qu'Adi fait en ce moment. Sinon, spectateur pouvait voir. Je suis pas d'accord du tout. MLS, c'est pas Championship. Je pense que la MLS est au-dessus de la Ligue 1. Peut-être pas... peut-être mid-table championship, genre en milieu de tableau de championship. Mais ça, c'est peut-être en bas de peloton, en haut de la USL 1. Je vois pas une grosse différence, surtout quand tu regardes les matchs de playoff pour la promotion. C'est compétitif. Puis Liam Miller, il a prouvé que non seulement il est capable de jouer en USL 1, mais il est capable d'être à plusieurs reprises sur l'équipe de la semaine. Pas USL 1, League 1. Je veux dire League 1 en Angleterre. À plusieurs reprises sur le meilleur 11 de la semaine, il a un impact. Puis moi, je pense que Liam Miller, c'est un joueur de championship. Je pense qu'il est capable de jouer en championship. Ça lui prend un prêt. Je pense pas que c'est un joueur de première ligue. Pas comme Corbianu. Je pense que c'est juste différents types de joueurs. Non, j'aurais pas préféré Akinola à Miller. Miller apporte quelque chose de plus, à mon avis.
Bon, chacun son avis, chacun son avis. Encore une fois, je suis pas d'accord, mais chacun son avis. Passons un peu à ces matchs importants. On va juste les présenter rapidement. Aruba, Suriname. Au fait, juste pour mettre au courant, les amis, la semaine prochaine, on a l'habitude d'enregistrer les mardis soirs. On va devoir enregistrer le lendemain, peut-être le mercredi soir, parce que mardi soir, il y a le match contre le Suriname. Donc, pour pouvoir vous parler des deux matchs, ce sera important de le savoir. Donc, au cas où vous êtes nos fidèles auditeurs, ben, ce sera un jour plus tard, peut-être qu'on parlera des équipes nationales. Mais si jamais on parle de ces matchs-là, parlez-moi un peu de l'importance de ces matchs-là et l'importance après de bien se préparer pour les matchs juste après contre vraisemblablement Haïti. Je dis tout le temps Haïti parce que ce sera soit Haïti, soit le Nicaragua. Ce sera entre les un des deux. Je doute très fort que ce soit la troisième équipe dont j'ai oublié le nom, mais c'est toute petite équipe c'est les Turks and Caicos, qui est une petite île de rien du tout, qui a déjà perdu 7-0 contre Nicaragua. Donc, je doute très fort que ce soit eux qui se qualifient. Donc, ça va être entre Haïti et Nicaragua. Le match entre les deux qui va se jouer à Port-au-Prince sera le match le plus important. On s'entend que Haïti va avec un gros avantage. Donc, voilà. Quelle est l'importance de ces matchs-là? J'aimerais t'écouter, Daniel Cameron. Parle-moi un peu de l'importance des 4 matchs qui s'en viennent. Bien, les 2 premiers matchs permettent d'aller au tour suivant. Donc, chaque match, c'est une étape jusqu'à la qualification à la Coupe du Monde 2022. Donc, c'est Aruba, je le vois comme un peu l'échauffement pour que les joueurs se remettent un peu à jouer ensemble, parce que, comme j'entends David, on l'a pas revu depuis le match contre et là, par la suite, le match contre le Suriname, c'est comme un peu la finale du groupe, là. C'est comme les deux meilleures équipes du groupe. Suriname, grâce au changement de leur loi sur l'habilitation, on a naturalisé beaucoup de joueurs. Après ça, si nos Rouges réussissent à passer à travers cette étape-là, ben, l'étape suivante, ça, c'est l'aller-retour avec Haïti. Puis ça va être des matchs de très haut calibre, des matchs coup près. Tu n'as pas le droit à l'erreur aller-retour. Ce ne sera même pas du vrai aller-retour, mais en tout cas, ça, c'est notre histoire. Pour enfin joindre le Ocho, puis le Ocho, on peut vraiment remercier la CONCACAF d'avoir passé du Hex au Ocho. Mais c'est la porte pour la Coupe du Monde. Fait que chaque match, pour moi, à partir du match du Suriname, chaque match est une finale. Ben, à quel point c'est important, c'est extrêmement important. Puis il y a beaucoup de monde qui disent ouais, mais tu sais, Aruba, tu peux jouer, tu vas avoir ton meilleur 11 contre le Suriname, mais je suis pas sûr que tu fais un si gros roulement que ça, parce que à quelque part, imagine, tu sais, c'est sûr que Herdman, il doit penser à un scénario où est-ce qu'un match nul pourrait être possible. Fait que tu veux pas que Suriname explose Aruba 10-0, puis toi, tu te fasses éliminer parce que tu bats Aruba 8-0. Alors, tu dois écraser Aruba, juste au cas où est-ce que il soit coriace à un point où est-ce que tu as un match nul, puis tu te faufiles par différentiel de but. Alors, moi, je pense que c'est sans pitié contre Aruba, tu dois absolument comme tu disais, Adi, les atomiser, les écraser, les massacrer, les balancer, les enterrer, tout ce que tu voudras. Puis, pour ce qui est du Suriname, ben, tu mets ton meilleur 11. Je sais pas si... Moi, je me disais déjà que t'as pas le choix. Contre le Suriname, tu dois leur mettre dans leur face le trio de Davis, David et Larin. Parce que ce qu'on avait vu... Larin, tu veux dire? Larin. Parce que, tu sais, juste pour remettre les auditeurs en contexte, c'est pas pour rien que le match contre les États-Unis et les 2 matchs contre les États-Unis étaient aussi différents. Tu sais, quand Larin... On revient en 2019, là. Hein? Les 2 matchs contre les États-Unis, on parle de 2019. Oui, de 2019 pour la Nation League. Tu sais, il y a une différence quand tu as un Davis puis David dans ta face, puis quand tu les as pas dans ta face ou que tu en as un qui est en retrait. Ça change comment ton adversaire joue. Puis je veux bien que le Suriname est dangereux, puis je partage que si tu regardes leur aliment, ils jouent tous en Europe. Je pense qu'il y en a même un qui joue, qui est capitaine d'une équipe en Turquie. Mais quand tu as ce trio dans ta face, tu sais, c'est comme tu veux faire ton pressing à tes propres risques.
Parce qu'un un revirement au milieu de terrain, ça va te coûter extrêmement cher. Puis, je pense qu'on a quand même l'avantage. Puis, c'est un match qu'on ne peut pas échapper. Puis, c'est une bonne préparation pour Haïti. Puis, pour moi, je suis sans mots. C'est juste important. C'est parce que, tu sais, si on bat le Suriname puis on se présente contre Haïti, ben c'est une série aller-retour sans lendemain. Et c'est notre porte d'entrée pour le autre chose. Si on veut être pris au sérieux comme une nation de CONCACAF, puis on ne peut pas parler de génération dorée tant qu'on ne l'a pas prouvé. Suriname et Haïti, c'est des pays qu'on doit battre. On doit se présenter dans l'octogonal et battre les clubs les équipes qu'on est supposé battre, et on doit finir dans le top 4, à mon avis, au moins se qualifier pour la série aller-retour intercontinentale. C'est vital. Ça, ce serait la 5e place pour la série intercontinentale. C'est ceux qui finissent 5e dans l'octogonal. 4e. Les 3 premiers vont directement à la Coupe du Monde. C'est ça, 4e, excuse-moi. Ouais, 4e. Ouais. J'ai tendance à me tromper avec l'Amérique du Sud. Oublie ce que j'ai dit. Donc, ouais, effectivement, 4e. Donc, les 3 premières vont en Coupe du Monde et le 4e va jouer ce match contre une autre confédération. Donc, voilà, on parlera de tout ça, bien évidemment. Si jamais le Canada passe ces 2 épreuves-là, très, très, très importantes. Avant de vous laisser, les amis, je vais juste m'amuser avec quelque chose qui n'est pas du tout dans le programme, mais que j'ai envie de faire. Vos prédictions pour Aruba, Suriname, j'aimerais avoir les deux et on va voir qui va avoir raison la semaine prochaine. Je commence par toi, Alex. Ta prédiction contre Aruba et ta prédiction contre Suriname. Contre Aruba, je ne pense pas que Borjan va faire une autre erreur. Je pense qu'il va les prendre au sérieux. Alors, je m'attends à un jeu blanc. Donc, je pense qu'un 11-0 est possible. Wow! OK, nice. C'est quand même Aruba. Contre le Suriname, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est quelque chose que le monde a vraiment peur du Suriname ou le monde veut gérer leurs attentes puis ils ont peur d'être déçus? Mais je pense que c'est un match qu'on va quand même contrôler. Puis, il ne faut pas oublier que le Suriname, c'est une équipe, oui, ils ont fait beaucoup de recrutement, mais à quel point ces gars-là ont joué ensemble puis ils ont un système. Je pense que nous, on va quand même gagner ce match-là un bon 3-0. Je pense même pas qu'ils vont être capables de passer la défense. Daniel Cameron, tes prédictions? Aruba 9-0, parce qu'on va essayer d'attendre le 10e, puis on ne va pas y arriver à la fin. Et Cavallini va rater je ne sais pas combien de chances. Et contre le Suriname, je dirais 3-1 sur une erreur de Borjan. OK, pour ne rien changer, en fait. Ben, écoutez, les amis, je pense, on dit à peu près la même chose. Moi, je dirais un 6-0 contre Aruba. Je ne pense pas que ce sera plus que ça. Et je pense une victoire 2-1 contre Suriname parce que j'ai comme l'impression qu'on respecte un peu trop l'adversaire. Et je pense que ça va nous jouer des tours. Mais je pense que quand même, on a plus de qualité. J'ai comme l'impression il y a trop de peur qui est autour du Suriname, tandis qu'il n'est pas supposé en avoir. Oui, il y a quelques joueurs qui jouent dans le championnat européen. Et on est bien supérieur, selon moi. Donc, je pense juste qu'il y aura un peu des problèmes. Il y aura des problèmes du côté du Canada pour vraiment être prêt mentalement à ce match contre Suriname. Donc, je m'attends à une victoire 2-1. Donc, ça, c'est mon avis. Donc, ce sera tout aujourd'hui pour cet épisode de CS à l'érable. J'espère que ça vous a plu, chers auditeurs. En tout cas, moi, j'ai eu du fun, comme d'habitude, avec mes amis Alex Rupert et Daniel Cameron. Merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup. Et je suis très heureux d'être revenu. Puis, j'ai déjà hâte à la semaine prochaine qu'on va revoir les matchs et en discuter. Moi aussi, j'ai hâte de revoir un peu les rouges masculins et féminins reprendre. Ça, c'est toujours agréable. Ça faisait un moment qu'on n'a pas eu de match. C'est ça, exact. Et en tout cas, les matchs féminins se jouent plus tard. Mais on pourra en parler pas l'épisode prochain, mais celui d'après. Donc voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de CS à l'érable.